la même chose. Ça veut dire que l'administration, la police, le gouvernement couvrent n'importe quoi à la condition que ça ne se sache pas. Quand ça se sait, on bat en retraite à toute vitesse. Et si Williana est là, c'est pas parce que le ministre, l'administration ou la justice s'est montré tant soit peu humaine, c'est parce qu'ils ont eu la peur, la trouille, la pétoche, que ce qu'ils sont réellement paraissent sur la place publique. Merci d'être là, parce que les médias ont une tâche de salubrité publique. Il faut que ce qui se passe dans ce pays soit connu. Autrement, on descendra tous les degrés, un par un, je ne sais pas jusqu'où. Merci. Pour continuer dans la même veine, cher ami de Benafé. Merci Richard. Je vais présenter très rapidement Benafé pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une association composée d'associations et de syndicats. Nous sommes, je dirais, spécialisés exclusivement sur les questions de zone d'attente, c'est-à-dire ces lieux d'enfermement qui sont réservés aux personnes qui souhaitent être admises sur le territoire. Donc vous êtes certainement déjà très familiers des centres de rétention qui sont ces lieux pour les personnes qui sont éloignées du territoire français, alors que les zones d'attente concernent les personnes qui souhaitent être admises, donc on est dans une logique d'arrivée. En termes de présence associative, les choses sont organisées différemment de ce qui se passe pour la rétention. Vous savez que pour la rétention, actuellement, la CIMAD est présente dans tous les centres de rétention administrative, pas dans les locaux, mais en tout cas dans tous les centres. Pour ce qui concerne les zones d'attente, qui sont une centaine en France, la présence associative est organisée péniblement et encore avec des résultats qui nous semblent très insatisfaisants, qui sont à peu près réglés pour ce qui concerne la principale zone d'attente qui est celle de Roissy, mais pour ce qui concerne les autres zones d'attente, dont celle d'Orly, là nous nous trouvons dans une situation encore extrêmement précaire, précisément parce que nous n'avons pas de présence permanente, enfin d'accès permanent qui a été autorisé par le ministère, et ce, malgré nos différentes revendications. Alors, après, ces quelques mots introductifs concernant la Benafé, je voudrais dire que le cas de la jeune Liliana, dont le témoignage rapporté par son père nous semble complètement éloquent, je dirais, est tristement courant, symptomatique de tout ce qui se passe pour les mineurs isolés qui se trouvent en zone d'attente. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, et je pense que là, dans les propos que vient d'entendre de la part de son docteur William, on a plusieurs éléments qui révèlent qu'il y avait une attitude de la part de la police aux frontières de suspicion, et je dirais de la part de la police aux frontières, mais même du système prévu par le législateur, parce que, vous l'avez compris, le législateur a prévu expressément la possibilité pour la police aux frontières de placer des personnes en zone d'attente, même si elles ont moins de 18 ans, et quel que soit l'âge, donc 12 ans, on a aussi des exemples d'enfants encore plus jeunes, je vous donnerai tout à l'heure des éléments statistiques, alors que pour la rétention, l'éloignement est strictement interdit. Donc là, on est dans un système où le placement des mineurs en zone d'attente est toléré, enfin est autorisé expressément par le législateur et est appliqué dès que la situation se présente par la police aux frontières, dès lors qu'elle se retrouve dans une situation qui lui semble adaptée et prévue par la loi. Parmi tous les termes qui ont été employés par William tout à l'heure, je pense qu'il y a des éléments qui sont ici révélateurs de cette situation qui nous semble complètement symptomatique. La situation de la maman qui était décédée pendant la guerre de 1997, le père qui est arrivé en 1999, qui a été réfugié statutaire, qui ensuite a été naturalisé français, donc je veux dire les autorités françaises le connaissent parfaitement, l'ont connu en tant que réfugié, le connaissent maintenant
en tant que Français, mais trouve que c'est tellement clean, tellement propre que même la police veut faire des vérifications sur le passeport qui est d'abord présenté en noir et blanc et ensuite en couleur, avait aussi certainement toutes les informations concernant le lien de filiation à plusieurs stades. Au moment où le père a dû faire la demande d'asile, il a dû faire état de la jeune Juliana qui était née et donc ses identités étaient connues. Il nous a indiqué également qu'il avait présenté, qu'à plusieurs reprises, des demandes de visa avaient été présentées pour que la jeune Juliana puisse venir en France. Des visas parce que lui est français, donc on est normalement dans une procédure qui devrait être facilitée par rapport à celle du regroupement familial. Bref, on est dans une situation où, face à ces refus, malgré toutes les informations qui sont détenues par les différentes autorités administratives et judiciaires français, eh bien, il y a un refus systématique et donc un désespoir complet. Et donc, le recours au faux passeport, je dirais. Et alors, nous ne sommes pas là pour favoriser, pour préconiser, pour recommander ce type de moyen qui est utilisé, mais nous constatons au final que c'est un moyen qui est utilisé très fréquemment par rapport à ce genre de situation-là, et avec une situation de désespoir complet, pour des situations familiales qui sont extrêmement préoccupantes, parce que Juliana grandit, et elle avait besoin de grandir auprès de son père, et sans être séparée, de connaître également Camille, donc, qui vit aux côtés de son père depuis longtemps.